Donc Sandrine Rousseau, je suis écologiste. Je me suis présentée à la primaire des écologistes pour la présidentielle. Je suis allée au second tour, j'ai perdu à 49% face à Yannick Jadot. Donc voilà, la question c'est comment continuer cette présidentielle et comment faire en sorte que les idées que j'ai portées, qui étaient des idées qui ont un peu secoué le monde politique traditionnel, j'ai envie de dire, puissent continuer. L'écologie, c'est de préserver la planète, c'est-à-dire de se dire qu'on a un avenir qui est quand même compromis par le réchauffement climatique. Là, ça devient super grave, ce qui est en train de se passer en matière de réchauffement climatique. Et que le réchauffement climatique, c'est pas juste il fait un peu plus chaud l'été, c'est que c'est plus d'inondations, de la montée des eaux, de la perte de biodiversité. Puis à la fin, ça veut dire que notre système social, notre société, nous-mêmes, en tant qu'humains, on est menacés par ça. Donc c'est mettre en haut de la pile, en priorité, la préservation de la planète. Et moi, ce que je dis, c'est cette préservation de la planète, elle ne peut pas se faire sans une réforme sociale d'ampleur. C'est-à-dire sans faire en sorte que tout le monde soit embarqué dans cette affaire et tout le monde soit protégé dans cette transformation. C'est une bonne question parce que non, je n'ai pas tellement d'explications à ça. Et je constate qu'il y a quand même une résistance très forte à l'écologie. Et c'est grave parce qu'on a besoin vraiment de prendre des réformes d'ampleur, quoi. Enfin là, il faut vraiment changer notre manière de vivre en fait. On doit diminuer de 80% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je veux dire, ça veut dire qu'on ne consomme plus du tout de la même manière, on se déplace plus de la même manière. Et je pense qu'il y a une partie des gens déjà qui ne veulent pas voir le problème. Et parce qu'en effet, ils ne se voient pas tous les jours. C'est-à-dire quand vous vous levez le matin, vous ne voyez pas quelles sont les modifications. Donc, il faut agir avant que ça se voit. Donc, il y a une partie qui ne veulent pas voir le problème. Il y en a une autre partie, sans doute, qui ne le connaissent pas très bien. Puis, il y a une autre partie de la France qui refuse de bouger. Mais on le voit sur tous les domaines. C'est-à-dire que la France a un noyau conservateur qui me semble être d'une force impressionnante. C'est vrai que ça joue, c'est-à-dire que comme c'est des rapports scientifiques, ils sont difficiles d'accès. Mais je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se cachent derrière ça pour ne pas vouloir comprendre, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que si on laisse faire comme on est parti aujourd'hui, l'eau va monter probablement d'1 mètre. Alors, ce n'est pas sur toutes les côtes de manière identique, mais enfin d'1 mètre. Il faut bien avoir en tête, par exemple, qu'il y a 70% de la population mondiale qui habite le long des côtes. Parce qu'en fait, les côtes, c'est le commerce, c'est le poisson, c'est la nourriture. Donc, les gens vivent le long des côtes de tout temps. Enfin, les humains vivent le long des côtes. Et donc là, si la mer monte, c'est 70% de la population mondiale qui peut être déplacée. Vous imaginez comment ça déstabilise des pays, comment ça génère des guerres, des conflits d'accès aux ressources, des migrations. Et on fait comme si on allait laisser l'eau monter. Et nous, par exemple, en France, on a beaucoup de centrales nucléaires le long des côtes. Donc le jour où la mer monte, on fait quoi? On fait du surf sur les centrales, je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre de ne pas voir ça, c'est bizarre de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et moi, ça me terrifie, en fait, parce que je me dis, mais à quel moment on réagit, quoi? À quel moment on se bouge? Et ce que j'arrive pas à trouver, si vous voulez, aujourd'hui dans la politique, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a un déclic et qu'on bouge? Et ça, je trouve qu'on n'arrive pas complètement à le trouver. Alors, je pense que dans ma campagne, j'ai essayé de poser des choses qui faisaient quand même un peu bouger les lignes. Mais vous voyez ce truc qui dit, mais ouais, mais en fait, j'ai envie d'y aller parce qu'en plus, faut pas subir ça, il faut avoir envie de le faire. Et en plus, vu la société comme elle est actuellement, vu les inégalités, vu la pauvreté, je veux dire, on n'a pas grand-chose à perdre, en fait, à changer. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas faire la transformation écologique sans avoir tout le monde autour de la table. Donc, pardon. Tout le monde autour de la table, ça veut dire vraiment tout le monde. Et là, on a des taux d'abstention qui sont hallucinants. Et moi, ce que je dis, c'est que la société doit être inclusive ou elle ne doit pas être. Enfin voilà, on ne va pas se mentir. Il y a quand même aujourd'hui une différence économique notable entre des personnes en fonction des parents, de vos parents, de l'endroit où vous êtes, votre couleur de peau aussi. Enfin, il y a un racisme, par exemple, qui est trop important. Et moi, rien que de dire ça, j'ai l'impression que j'ai été révolutionnaire, alors qu'en fait, c'est quand même
Enfin, c'est visible. Même pour moi qui suis blanche, je le vois, quoi. Donc, je veux dire, c'est visible pour tout le monde, en fait. L'écoféminisme, c'est de dire qu'en fait, il y a un système d'oppression, il y a un système de prédation, il y a un système de domination. Et que ce système de domination ou d'oppression, il est valable sur les femmes, comme sur la nature, comme sur les personnes racisées, comme sur tout, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la société a été organisée pour réaliser du profit. Et elle a été organisée pour réaliser du profit aux mains de ceux qui tenaient les entreprises. Ça veut donc dire que tous les autres, en fait, toutes les autres personnes, la nature aussi, doivent être organisées pour participer à la création de ce profit. Donc nous, les femmes, on a été cantonnées à l'intérieur des foyers, on a été cantonnées au nettoyage, à fait de faire des enfants, voilà. Les personnes racisées ont été cantonnées dans les emplois les plus difficiles et les plus précaires, qui rendent le plus pauvres. Et tout ça, en fait, ça sert une accumulation de richesses. Donc juste, il faut en avoir conscience, en fait, parce que sinon, si on ne comprend pas ça, on fait une écologie qui est une écologie de salon bourgeois, en fait. Et on fait une écologie facile. C'est-à-dire qu'on fait une écologie, ouais, prenez votre vélo, voilà, je sais pas moi, allons en forêt le week-end. Mais en fait, l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est dire pourquoi toute notre société est organisée sur une hiérarchisation. Pourquoi tout est organisé là-dessus et qu'est-ce qu'on fait pour être égaux, en fait. C'est ça le projet écologique que je porte. En fait, lors de la révolution industrielle, quand s'est mis en place le système économique qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est vrai en Europe, mais ça a été vrai aussi dans le communisme, mais simplement ça s'est manifesté différemment. Mais si on prend le système économique en Europe, on a au XIXe siècle organisé les choses. Donc il y a d'abord eu l'esclavage qui a permis une première accumulation de richesses. Donc cette première accumulation de richesses, c'est le commerce triangulaire. Elle a permis en fait de donner de l'argent à une catégorie de la population qui a après pu entreprendre, etc. Et au XIXe siècle, on a organisé la société. Donc c'est là qu'on a fait, par exemple, on a expliqué que les femmes étaient inférieures parce qu'elles avaient un plus petit cerveau, qu'elles étaient plus proches de la nature, alors que les hommes étaient du côté de la culture. C'est là qu'on a expliqué la différence des races. C'est ce moment-là, en fait, où on a organisé la société pour que tout le monde reste à sa place. Et sur la nature, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la nature est devenue uniquement un objet, un ensemble de ressources qui servaient les entreprises. C'est-à-dire c'était du pétrole, c'était de l'espace, et donc en fait on a transformé la nature en un objet marchand pour favoriser le profit. Et le problème de ça, c'est que quand on fait ça, on exploite abondamment le pétrole, on coupe abondamment les arbres, on bétonne les sols, mais en fait on rompt, on arrête, on casse les équilibres naturels. Et donc là, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un problème parce qu'on a trop cassé les équilibres naturels. Et ça, c'est le même mouvement que celui qui a mis les femmes au foyer, qui a organisé la hiérarchie des personnes et qui finalement a organisé la société pour aller vers le profit. Et ça, quand je dis ça, je me prends des tombereaux de haine et d'insultes sur les réseaux. Mais pourtant, c'est la pure vérité, quoi. Je ne vois même pas comment on peut contester ça. Et si on ne veut pas le voir, alors ce qu'on fait, c'est des fausses réformes. C'est-à-dire c'est des petites réformes, mais on ne change pas le système. Or, aujourd'hui, l'ampleur du changement qu'il y a à faire est telle que c'est le système qu'il nous faut changer. Et ça, il faut bien l'entendre. Et finalement, tant mieux, parce que ce système-là, il est foncièrement vicié et pourri, quoi. Mes rapports aux réseaux sociaux, c'est des rapports... je t'aime moi non plus, quoi. C'est des rapports où j'ai besoin des réseaux sociaux, mais c'est des rapports violents, c'est-à-dire que vraiment je me prends des tombereaux de haine, quoi. Mais le truc, c'est que il y a plein de personnes qui se sont pris des tombereaux de haine et qui ont lâché les réseaux sociaux. Je pense à Caroline Dehaas, je pense à Lorraine Bastide, je pense à Rokhaya Diallo qui des fois, ou à Alice Coffin qui des fois, Rokhaya elle n'est pas partie, mais on se prend des tombereaux de haine, quoi.
Et en fait, on est face à un choix, c'est est-ce qu'on doit partir ou est-ce qu'on doit rester. Et le choix que je fais, moi, c'est de rester parce que de toute façon, c'est là aussi que se mène une forme de bataille politique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me fascine, et vraiment ça me fascine, c'est à quel point nous, les démocrates, nous, les gens qui voulons changer la société, nous qui voulons l'égalité, on n'est pas capable de s'entraider là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, l'extrême droite s'organise, elle fait des raids, elle vise un truc, elle fait un raid, ils y vont en plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers parfois de comptes, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Donc c'est des insultes, des menaces, et nous, en face, on nous laisse seuls face à ça. Et ça, c'est ça, en fait, notre problème. Parce que ce n'est pas le réseau social, le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de s'entraider pour imposer une autre manière de faire politique et d'organiser le dialogue politique. Et donc, on est soumis à cette violence de l'extrême droite, quand même beaucoup. Hein. Ça ne vient pas que de l'extrême droite, mais quand même, ça vient de l'extrême droite. Et on est soumis à cette violence, et en fait, on est à chaque fois seul face à elle. Et ça, pour moi, c'est un gros problème de notre camp, en fait. Là, je trouve que la gauche, elle essaye de trouver une réponse à la montée de l'extrême droite, à Zemmour, etc. Mais en fait, elle le fait en ordre dispersé. Et donc, voilà, il y a des tentatives différentes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on ait un discours beaucoup plus uni. Et même si on n'a pas une seule candidature, parce que c'est pas possible, moi, je préférerais qu'on ait une seule candidature. Mais si on en a plusieurs, au moins qu'on se mette d'accord sur un socle commun. Et par exemple, dans le socle commun, pour moi, les droits humains, c'est fondamental. C'est-à-dire, sinon, on n'est pas de gauche, quoi, en fait. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à se dire, voilà, on est 5 candidats à gauche, il y a 5 candidats à gauche, bon, de fait, c'est comme ça. Mais par contre, on est vraiment d'accord sur le fait que dès qu'il est question de racisme, on est à fond. Dès qu'il est question de féminisme, on est à fond. Dès qu'il est question de droits des LGBT, on est à fond. Et qu'en fait, là-dessus, personne ne peut nous attaquer parce qu'à chaque fois, on soutient. Mais même ça, on n'arrive pas à le faire, en fait. Donc, c'est chaud. Ma vision du féminisme, c'est une vision d'un féminisme intersectionnel, d'un féminisme... où la femme ne doit pas être un homme comme les autres, mais qu'en fait les hommes doivent ne plus être des hommes comme avant et les femmes doivent bouger elles aussi pour qu'on arrive à une véritable égalité, et puis qu'on arrête en fait un peu aussi de regarder les gens en tant qu'hommes et femmes, c'est-à-dire en tant qu'humains. Et pour ça, il faut que les hommes bougent aussi. Alors peut-être pas féministe, mais alliés des féministes. Parce que bon, c'est toujours l'histoire des combats, c'est-à-dire que... Mais alliés, ouais. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un silence des hommes autour de ça, quoi. Les hommes ne se déclarent pas publiquement alliés des féministes. Or là, il y en a besoin. Enfin, quand je vois, par exemple, le mouvement MeToo, il y a très peu d'hommes qui se sont levés en disant « Mais attendez, on ne va pas continuer à laisser croire que c'est normal de violer, quoi. Enfin, c'est tout, juste, on n'est pas d'accord, nous, on ne le fait pas et il n'y a pas de raison de le faire. » Mais ça me manque. Cette parole-là, elle manque, aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche le soir, eh bien que, ne serait-ce que pendant une journée, on s'interroge de savoir qu'est-ce qui, pour nous, est plus facile que pour une femme. Donc typiquement, par exemple, si vous prenez le métro ou le RER, donc déjà vous sortez de chez vous, vous allez dans le métro RER, qu'est-ce qui est plus facile pour un homme que pour une femme? Déjà, on peut se dire que, par exemple, un homme n'aura pas à regarder s'il y a un autre homme derrière qui va se frotter contre lui. Un homme dans le métro ou RER n'a pas à avoir une vigilance permanente pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui va s'approcher, lui passer une main sur les fesses ou quoi. Bon. Puis après, au travail, quelle est la différence de salaire? Même dans une réunion, vous êtes dans une réunion de travail, est-ce que les hommes et les femmes ont le même droit à la parole? Est-ce qu'on les écoute de la même manière? Et en fait, c'est se poser la question comme ça sur chaque minute de la journée, et à la fin de la journée, se dire, finalement, pour moi, ça a été plus facile sur certains trucs que pour d'autres, quoi. Voilà. Et prendre conscience de ça. En fait, c'est juste ça, quoi, prendre conscience et du coup se dire, là, c'est pas normal que ce soit plus facile pour moi. Mais c'est sur toutes les dominations de la même manière, hein. C'est sur toutes les oppressions de la même manière. Moi, en tant que blanche, je dois me questionner régulièrement sur qu'est-ce qui est plus facile pour moi. Et c'est ça, en fait, le chemin que j'ai à faire, moi.
Mais parce que ça le pose. Parce que ça dit d'où je parle. Parce que ça dit sans doute tous les biais que j'ai encore aussi d'ailleurs. Et ça dit aussi que je suis consciente de ma position dans la société. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très facile à ne pas reconnaître sa position dans la société. Il y a quelque chose de très facile à se dire « non, je ne suis pas bourgeoise ». Ben si, je le suis. J'ai travaillé pour ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas non plus. C'est pas lié à une honte. C'est juste, voilà, je suis ça aujourd'hui dans la société. Et donc, je parle depuis cette place-là dans la société, qui est une place privilégiée, même si j'ai subi des discriminations en tant que femme. Bon, ben, est-ce que ça m'empêche de tendre la main à d'autres personnes? Est-ce que ça m'empêche d'être consciente des discriminations d'autres personnes? Non. Par contre, ça dit que j'ai quand même des biais, forcément. Et je trouve que, en fait, c'est ça qui n'est jamais dit dans les débats qu'on a entre nous, c'est que les gens, on ne sait jamais d'où ils parlent. Et donc, à partir du moment où on parle dans l'absolu, bah, c'est comme si on parlait au nom de tout le monde. Mais non, moi, je ne parle pas au nom de tout le monde. Je parle en tendant la main à tout le monde, mais par contre, je parle d'où je suis. Et je ne peux pas faire autrement. Et c'est comme ça. Et je peux regretter des trucs, mais en fait, c'est comme ça, c'est ma place, voilà. Et en fait, j'ai quand même l'impression que c'est ultra important de le poser. Parce que ça aussi, enfin vraiment, ça change complètement le regard aussi des autres. Et puis, ça dit que j'ai des limites. Bah ça, c'est le projet de l'humanité, hein, donc je ne sais pas moi qui vais avoir toutes les solutions, mais pour moi, les religions sont des structures, déjà des structures humaines, en fait. C'est-à-dire qu'on peut croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, mais la religion, c'est une construction humaine. La manière dont la religion est organisée, qui représente cette religion, comment la hiérarchie au sein de ces religions, tout ça est œuvre humaine. Donc, il faut le regarder comme une œuvre humaine. Et les trois religions monothéistes sont des religions très centrées autour des hommes, patriarcales. Dans la religion catholique, il n'y a pas une femme. Il y a interdiction pour les femmes d'être prêtres ou évêques. Chez les juifs, les femmes portent des perruques et il y a essentiellement des rabbins. Et dans la religion musulmane, il y a essentiellement des imams et les femmes portent des voiles. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une hiérarchie, il y a une organisation sociale dans ces religions. Moi, je pense que autant croire en Dieu, c'est quelque chose de fort, autant adhérer à une religion, c'est autre chose. Et ma position à moi, c'est de dire, je pense qu'on doit laisser les gens pouvoir sortir des religions. Parce que ça peut aussi être un enfermement. C'est souvent un enfermement même, je te dirais. Et pour permettre aux gens de s'émanciper des religions, toutes les religions et tous les gens, il faut que, par exemple, l'école soit un lieu de véritable égalité, c'est-à-dire où on respecte chacun et chacune, où il n'y a pas une égalité des chances, mais où il y a une égalité de réussite. Il faut qu'il y ait un accès à la culture, il faut qu'il y ait un accès aux services publics, il faut qu'une personne qui veuille quitter une famille qui est ultra religieuse, par exemple, puisse être protégée et trouver un lieu où habiter si elle doit quitter sa famille. Enfin, bon, c'est tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on doit... en fait, la liberté, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, d'adhérer à une religion ou de ne plus le faire. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que dans aucune des trois religions, il y ait une réelle liberté d'en sortir. Je ne suis pas complètement sûre de ça. Dans certains milieux, oui. Dans d'autres, je ne suis pas sûre. Bah là, c'est pareil, hein. On a l'équivalent de Fox News qui s'appelle CNews et qui est quand même faite pour favoriser la montée de l'extrême droite. Donc oui, les médias vont jouer un rôle. Mais moi, j'ai l'impression aussi que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie aussi dans la population de ne pas se laisser avoir par ça. Mais le truc, c'est que pour l'instant, c'est plutôt des gens qui ne vont pas voter, qui en ont marre de ça, mais qui n'arrivent pas encore à aller voter. Et moi, je rêve vraiment d'un mouvement un peu citoyen où les gens se lèvent, quoi. Ils se disent, mais moi, en fait, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de Zemmour, j'ai pas envie qu'on m'insulte toute la journée, quoi.
J'ai pas envie qu'il y ait un mec qui soit accusé par 8 nanas d'agression sexuelle qui puisse être candidat à la présidentielle. J'ai pas envie qu'un mec qui a été condamné pour racisme le soit. J'ai pas envie qu'un mec qui dit que Pétain a joué un rôle bénéfique. Enfin, ça n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est à nous de réagir, de nous lever et de dire mais nous on veut pas ça. C'est pas, on est la France et c'est pas eux la France. C'est pas leur France, c'est la nôtre, quoi. Ça, vraiment, si ça pouvait se faire, quel soulagement. J'ai pas fait de la politique, là, je me suis pas... En fait, il faut comprendre que pour moi, revenir en politique, ça a été compliqué, hein, parce que j'avais arrêté la politique suite à une agression sexuelle, et à un moment qui avait été super dur pour moi, quoi. Donc, je veux dire, y revenir, c'était pas facile, et puis c'est encore pas facile, hein, parce que les partis, c'est pas un lieu très sympathique, en fait, hein. Donc, c'est pas facile d'y revenir. Donc, j'ai pas fait tout cet effort de revenir et d'abandonner tout de suite. En plus, dans la campagne de la primaire, il y a quand même plein de gens qui m'ont rejointe et des gens qui n'allaient plus voter. Vraiment, c'était beaucoup des gens qui m'ont rejointe étaient des gens qui n'allaient plus voter. Donc, je veux dire, moi, je me sens un peu une responsabilité de ne pas les laisser en plan et puis surtout de faire en sorte que ces gens-là fassent de la politique. C'est-à-dire que par le fait que j'existe encore en politique, bah, qu'ils se sentent autorisés à venir et à le faire, quoi. Et vraiment, je trouve que les partis politiques aujourd'hui ne sont pas du tout représentatifs de la société. On a un problème. Parce que du coup, les élus ne sont pas représentatifs de la société. Et du coup, ils mènent des politiques qui ne sont pas représentatives de la société. Tout ça est assez logique, en fait, hein. Donc, il y a vraiment un... Mais peut-être c'est un message que je peux passer à celles et ceux qui nous regardent, mais venez faire de la politique, quoi, venez. Et en tout cas, moi, ce que je peux garantir, c'est de faire en sorte que ce soit un espace safe. C'est-à-dire qu'on ne se prenne pas des discriminations, qu'on ne se prenne pas... Et que si on s'en prend, alors on est ensemble pour les résoudre, quoi. C'est-à-dire on est ensemble pour faire face à ça. Mais venez en faire, quoi. Venez, c'est obligé. Là, il y a le feu. Il y a le feu à la porte, là.